Bienvenue sur le podcast de Bonheur Factory. Inspirer, partager, explorer, vibrer, créer, prendre soin de soi, s'aimer, rire, renouer, transformer, éclairer. Je suis Céline Basset, cofondatrice de l'association Bonheur Factory. Le partage de la connaissance et des expériences est une grande source d'enseignement. C'est à partir de là que peuvent naître de grands changements. Dans cette vision qui m'anime, je vous livre mes précieux échanges auprès de personnes qui m'inspirent sous forme de reportages engagés. Nos émissions podcast n'ont pas de frontières. Nous prenons le parti d'aller à la rencontre de personnes passionnantes qui se trouvent loin ou de l'autre côté de notre planète. Leur donner la parole au détriment de la qualité du son nous permet de vous offrir ce moment de partage essentiel. Merci pour votre indulgence, mais surtout, ouvrez bien grand vos oreilles, vous allez adorer. La première fois que j'ai rencontré Patrice Marty, c'était en 2014. On me l'avait présenté comme une personne passionnée de crâne de cristal. Et d'ailleurs, il se baladait souvent avec. Je trouvais ça drôle, et même bizarre. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait à l'époque. Donc autant vous dire que ce personnage m'intriguait. Mais il n'était pas d'accès facile. Sous cette réserve assumée se cachait un homme passionné de grands mystères, un explorateur des savoirs perdus. Donc une personne bien évidemment passionnante. Mais ce que j'ai surtout découvert, c'est qu'il s'y cachait une personne sensible et très généreuse, qui souhaitait faire partager ses découvertes sous différentes formes que nous allons évoquer dans cette émission. Mais d'où lui est venue cette passion ? Était-ce parce qu'enfant, il devait probablement trouver les livres d'histoire bien ennuyeux ? Ressentait-il déjà qu'on n'y disait pas tout ? Ou bien est-ce que le personnage d'Indiana Jones lui a inspiré une vocation ? Car pour ma part, c'est ainsi que j'aime à le nommer et cela l'amuse beaucoup. Alors c'est avec cette curiosité insatiable pour ce qui ne s'explique pas officiellement qu'il voyage dans le monde entier pour ramener la preuve qu'il existe des artefacts, des sites, des endroits qui cachent encore de grands mystères inexpliqués. Sa passion lui a fait tisser des liens avec un réseau de personnes qui lui donnent accès à certains sites ou certains objets que les musées occidentaux ne montrent pas. Pourquoi ? Eh bien parce que ça ne s'explique pas par rapport aux repères de ce qui est écrit dans nos livres d'histoire ou même certains livres scientifiques. S'il fallait donner des explications, il faudrait tout simplement réécrire ces livres. Mais cela viendra peut-être dans quelques centaines d'années. J'aime l'idée que nous ne savons pas tout de notre monde. Ces chercheurs de vérité nous proposent d'explorer des chemins de découverte afin de toujours solliciter notre discernement, mais surtout pour nous inviter à explorer autant à l'intérieur de soi qu'à l'extérieur les mystères de notre monde. Cet insatiable passionné des belles découvertes est également le créateur de salons et de rendez-vous, comme le festival de musique zen, mais aussi et surtout le salon du bien-être bio et thérapie, qui ont lieu à Mandelieu, Toulouse, Lyon et Bordeaux chaque année. Tout cela confirme qu'il a une vision holistique de la vie et qu'il se passionne de pouvoir la partager de toutes les formes qu'il soit. Reportage à distance avec un partageur d'expérience, un Indiana Jones des temps modernes, Patrice Marty. Bonjour Patrice. Bonjour Céline. Je suis très contente que tu sois notre invitée pour cette émission que j'avais envie de proposer à nos auditeurs. Nous nous connaissons depuis plusieurs années déjà et grâce à toi, j'ai nourri ma curiosité d'histoire et de mystère. J'ai d'ailleurs fait 2 voyages avec toi qui ont été très importants dans ma vie, l'île de Pâques en 2015 et les Crop Circle et Stonehenge en Angleterre en 2016, dont on parlera plus tard. Comme toute découverte que je fais dans la vie, je l'aborde avec une forme de candeur, sans rien vraiment savoir et surtout sans idée ou certitude. Et ce qui est formidable avec toi, c'est que tu sais nous embarquer dans ta passion, sans pour autant chercher à nous convaincre. Tu proposes et ensuite, à nous de faire notre propre chemin de compréhension. Et c'est justement cela que j'aime chez toi et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de te consacrer une émission sur notre chaîne podcast. Alors avant que tu nous racontes ton parcours qui t'a mené à faire ce que tu fais aujourd'hui, je te propose de repartir en arrière
et de nous raconter un petit peu le petit garçon que tu étais. Étais-tu déjà passionné par les mystères et l'archéologie? Quel enfant étais-tu? Un enfant très curieux déjà, ouais, très curieux, très turbulent, euh, euh, pas hyperactif, mais pas loin. Ah bon? Oh, ouais, ouais. Et, mais toujours avec des évidences que j'avais. Pour moi, c'était évident qu'on n'était pas seul dans l'univers, que c'est pas une histoire de croyance. Hein. Je fais vraiment la Le différence ressentais. entre croire et savoir, tu vois. Oui. C'était plus c'était plus un savoir que j'avais qui était ancré en moi, qui était dans toutes mes cellules, dans tout ça. Et Tu le ressentais déjà, qu'il y avait quelque chose. oui, Ouais. oui, et j'ai aucun doute là-dessus. Encore une fois, c'est pas une histoire de croyance. Hein. J'y crois pas. J'en suis intimement dans toutes mes cellules persuadé et convaincu. Et je suis arrivé comme ça en fait. Hein. Mes plus vieux souvenirs, c'est j'ai le souvenir de comment je suis décédé dans ma dernière vie. Je suis revenu avec cette mémoire-là. Donc j'ai quand même beaucoup de chance d'être arrivé dans cette vie avec une conscience de pas mal de choses déjà. Donc tu as donc t'as eu déjà très jeune des capacités extrasensorielles assez développées, quoi, en fait. Oui, j'avais des choses un peu bizarres que j'arrivais à faire et que je pensais que tout le monde faisait. Et C'est-à-dire, par tu peux exemple, nous quand je donner un exemple, fixais, ouais. si je fixais quelqu'un, je voyais son visage changer et il y avait d'autres visages qui apparaissaient. Alors, soit il y en avait qu'un, soit il y en avait plusieurs qui passaient les uns après les autres. Je voyais les visages des personnes de leur vie passée, ou des défunts qui étaient proches d'eux, je sais pas. Mais je voyais ça. Et un petit garçon qui fixe un adulte, c'est pas trop gênant. Après, en grandissant, on m'a dit, Patrice, on peut pas fixer les gens comme ça se fait pas. Il faut arrêter ça, tu vois. C'est mal élevé. Voilà. Donc j'ai arrêté de fixer les gens et donc j'ai arrêté de faire ça. Et puis quand j'en parlais avec ma petite sœur avec qui j'ai 1 an et demi d'écart, donc on est très proches, elle me disait non, ça moi je sais pas faire ça. Donc Et tu je dis, étais mais le comment ça seul dans ta tu sais pas famille faire? à avoir ça, en fait, c'est ça à peu Ouais, près? Ouais. ouais, à faire ça, ouais. Mhm. Voilà, depuis tout petit, je voyais le prana et j'arrivais pas à expliquer ce que c'était que ces petits brins de lumière que je voyais partout jusqu'au jour quand j'ai fait la formation des soins esséniens d'Adjivodan, j'ai su que c'était le prana que je voyais depuis que j'étais gamin. Donc, j'étais ravi d'apprendre ça. De le Et comprendre, donc voilà, de mettre des mots dessus, en fait. ouais, de mettre des mots, Ouais. pour moi, c'était important. Et voilà, j'ai grandi comme ça. Et souvent, je suis en contact avec des personnes qui me disent, ben, moi, je suis sur le chemin depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 6 mois. Et voilà, c'est des gens pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration parce que c'est une remise en question de leur vie. Bien souvent de leurs croyances, de leur façon d'être, de leur quotidien. Pas évident. Et moi, j'ai pas ce mérite-là puisque je suis arrivé dans cette vie comme ça avec déjà tout ce bagage. Ça n'a pas été un travail que j'ai fait sur moi. Je suis arrivé comme ça. Alors, c'est peut-être un travail Avec de vie cette passée que j'ai. sensibilité, cette Oui, hypersensibilité que tu ouais, cette ressentais. Ouais. hypersensibilité, cette ouverture d'esprit, ce tout possible. Cette confiance. Oui, ouais. Et pour moi, voilà, je dis que j'ai moins de mérite que quelqu'un qui se met sur un chemin, alors que c'est faux, parce que si je suis arrivé comme ça, c'est aussi parce qu'il y a un bagage derrière, certainement de vie passée, d'expérience, de choses comme ça. Mais voilà, je suis toujours admiratif de ces personnes qui font ce travail sur eux comme ça et qui du jour au lendemain, par une prise de conscience quelconque, vont tout basculer, vont tout chavirer, vont partir sur d'autres choses et c'est pas toujours simple. Et donc toi, donc t'es allé sur les chemins justement des mystères de l'archéologie. Et est-ce que déjà enfant, tu avais cette passion-là, en fait? Enfant, moi j'ai été nourri forcément par les Tintins au Pérou que j'adorais, ou les 7 boules de cristal, ou tu vois, ou les choses comme ça, ou les mystérieuses cités d'or, c'est ma Bible, les mystérieuses cités d'or. Oui, tu vois, donc tout était déjà là, quoi, en fait. tu vois, ouais, voilà, et j'adorais tout ce qui était film de science-fiction. Le premier film que j'ai été voir au cinéma,
c'était la rencontre du troisième type, tu vois. Oui. J'ai pris la claque de ma vie. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et depuis, ça m'a jamais quitté, même si j'ai pris d'autres chemins après professionnels de ma vie qui a pris aussi un petit peu le dessus. Mais j'ai toujours eu ça en moi. Et même quand j'étais sur la partie professionnelle, j'avais toujours l'autre partie qui était toujours présente. Et voilà, donc j'ai ma passion et ma profession. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai réussi. Qu'est-ce que tu faisais avant de faire ce que J'ai une formation hôtelière à la base. D'accord. J'ai fait 7 ans d'école hôtelière et après derrière j'ai travaillé dans la profession. Voilà, j'ai un diplôme de sommelier. J'ai pas mal travaillé là-dedans. Et voilà, et après j'ai arrêté. Mais même pendant que j'étais à l'école hôtelière, je faisais des choses en parallèle. J'essayais je bouquinais énormément. Voilà, et puis j'avais un papa qui avait ces mêmes lectures que j'ai découvertes. Je devais avoir 17 ou 18 ans. Et un jour, il est venu me voir en me disant, tiens, t'es en train de lire ça, tu peux me le prêter quand t'as fini, moi je te prête celui-là. Et donc c'est à 17 ans ou 18 ans que j'ai découvert quand j'avais la même lecture que mon père. Ah, et oui. ça a dû l'amuser parce que moi j'ai commencé à bouquiner ces trucs-là, je vais avoir 13 ans, 14 ans. Tu vois. C'est marrant. Donc tu as partagé ça avec ton père sur le tard, en fait, d'une certaine manière. Oui, parce qu'il n'a pas voulu m'influencer. D'accord. De par ses propres centres d'intérêt, quand il a vu que pendant quelques années, c'était des lectures que j'avais pendant pas mal de temps et que ça me lâchait pas, voilà, il a commencé à partager avec moi et on a pu échanger là-dessus. Et encore une fois, moi, c'est pas une histoire d'éducation parce que comme je te disais, on a 18 mois d'écart avec ma petite sœur, on a quasiment la même éducation, tu vois, donc. Et elle n'était pas du tout portée là-dessus, alors que voilà, s'il y avait une éducation familiale, elle l'aurait eu également. Et c'est pas un chemin qu'elle a pris. Voilà, moi c'est depuis toujours. J'étais comme ça à l'école quand j'étais gamin en primaire, on m'appelait le sorcier, tu vois, parce que je mettais les mains pour soigner, je mettais mes mains, je faisais déjà du magnétisme sans savoir. Déjà, ah ouais, mais oui, sans savoir que c'est du magnétisme, je mettais les mains sur les gens sur mes petits copains à l'école quand ça allait pas et qu'ils avaient un bobo ou quelque chose, tu vois. Ah ouais, intuitivement comme ça, tu le faisais. Oui. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, sans savoir, tu vois. Et c'est après que j'ai su que ça s'appelait du magnétisme. Oh, c'est drôle. Ouais, c'est rigolo, tu vois. Donc, à l'école, on m'appelait le sorcier. Oh, c'est drôle. Et certains s'en servaient aussi, des fois, comme une insulte. Tu vois, c'est parce que ça fait peur. Parce que un gamin de 8 ans, 10 ans, 12 ans, ou même après, qui parle de ces choses-là, c'est pas des choses dont on a forcément l'occasion de parler librement. À l'époque, tu vois, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Voilà, j'ai l'impression. Et donc tu étais cet enfant. Merci pour ce partage, ça nous permet de mieux savoir qui tu es. Et puis en plus, on n'avait jamais échangé ça entre nous, donc merci de le partager à nos auditeurs. Et donc tu as fait cette école hôtelière. Tu as travaillé un petit peu, tu as voyagé du coup. Je pense que tu cherchais à voyager d'une certaine manière. Oui, voilà, aussi. sûrement. Et donc, qu'est-ce qui t'a mené à ce que tu fais aujourd'hui et notamment cette passion que tu as pour les crânes de cristal? Parce que alors moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Alors les crânes de cristal, ça a été pareil, quelque chose qui me suit depuis que je suis gamin. Je dessinais des crânes un peu partout quand j'étais gosse, sans savoir pourquoi, encore une fois. Tu vois, la même façon que je posais les mains, je dessinais des crânes. Ça inquiétait un peu mes parents, mes profs, forcément, parce que j'en faisais un peu partout des crânes. Après, j'ai bien compris que ça leur plaisait pas trop, ça faisait flipper un peu tout le monde. Un gamin qui dessine des crânes, c'est morbide, tu vois. Parce que on a 2000 ans d'éducation judéo-chrétienne à se défaire de cette image du crâne qui est associée à la mort. Et donc le crâne, tu nous diras, le crâne est associé en fait, c'est à une autre symbolique en fait. À la connaissance. À la connaissance. Ouais, à la connaissance. Partout où on voit des crânes, c'est un symbole de connaissance. C'est pas du tout un symbole de mort. Et donc après, je dessinais des bateaux de pirates et je faisais mon crâne en drapeau. Et là, ça passait un petit gamin de 10 ans qui dessine des bateaux pirates, ça va. S'il dessine que des crânes, ça fait peur. Et pourquoi les pirates, ils avaient le crâne sur leur drapeau? C'est parce qu'ils avaient la connaissance de la mer. Ils avaient la connaissance des mers et c'est pour ça qu'il y avait le crâne sur le drapeau des pirates. C'était pas pour faire peur, c'était pas par rapport à la mort. D'ailleurs, à l'époque, on voyait les mers, c'était le savoir absolu. Oui, on voyait d'ailleurs des crânes aussi, même sur des peintures religieuses. Du coup, c'était sûrement une symbolique justement de la connaissance, parce qu'on même sur le tableau, Marie-Madeleine était aussi associée. Souvent représentée avec un crâne, avec un livre. Souvent, on la voit avec un livre ouvert dans les mains et un crâne.
Donc, c'était la symbolique de la connaissance. Ah, ben voilà, exactement. Tu vois. Et bien souvent, le livre, il est ouvert et le crâne posé dessus. C'est pas hermétique, le livre n'est pas fermé. Le livre, il est ouvert, la connaissance doit circuler, doit être transmise. Très bien. Tu vois. Voilà. Jésus est crucifié sur le mont Golgotha. Le mot Golgotha, ça veut dire le mont du crâne en hébreu. Ah oui, d'accord. Et bien souvent, Jésus est représenté avec à ses pieds le crâne et le serpent. C'était la connaissance et la guérison. Le caducée des médecins, c'est un serpent. L'Église a voulu en faire un animal du mal, mais pour les médecins, les pharmaciens, c'est le caducée, c'est le serpent. Pourquoi le serpent? Parce que deux serpents qui s'entrecroisent, c'est notre ADN. Ouais. Et quand moi je discute avec les anciens ou dans les tribus, quand ils prennent les plantes ou des choses comme ça, c'est pour se reconnecter à leur serpent intérieur, pour se reconnecter à leur ADN. En fait. Il y a un très bon livre de Jérémy Narby que je vous engage à lire, qui est magnifique, un anthropologue qui fait un travail remarquable qui s'appelle Le serpent cosmique, un bouquin génial. Très bien. Ben ça, on le citera dans les textes de notre podcast. Et donc voilà, les crânes, c'était comme ça. Voilà. Je les dessinais partout. Et puis, un jour, dans un bouquin je devais avoir 14 ans, 15 ans, je sais plus, j'ai découvert le crâne de Mitchell Hedges, qui était un gros crâne en cristal magnifique et le plus beau aujourd'hui, je pense qu'on ait pu le trouver. Donc, Mitchell, c'est une personne qui a ce crâne-là, tu veux dire? C'est ça? Oui, c'est un explorateur qui s'appelle Frédéric Mitchell Hedges. Et c'est lui qui avait trouvé ce crâne au Belize, sur la cité de Lubantum au Belize. Et voilà, j'ai vu ce crâne dans un bouquin, et quand j'ai vu le crâne, j'ai su que c'est ça que je dessinais. Pourquoi, je sais pas, je savais que c'était ça. Voilà, puis le temps a passé, j'ai bossé, j'ai fait plein de choses. Il y avait pas Internet à l'époque, c'était pas simple pour avoir des infos. Surtout que les crânes, c'était l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, c'était les États-Unis aussi. Il y avait pas grand-chose en Europe, voire rien du tout d'ailleurs. Et il y avait très peu de choses et c'était assez compliqué pour avoir des infos à l'époque. Et voilà, donc le temps a passé. Et ensuite, j'ai travaillé avec un Américain qui s'appelle le docteur Chet Snow. Je travaillais avec lui en régression, pour des régressions dans les vies antérieures. Et j'ai fait plusieurs séances avec lui et il avait lui aussi un petit crâne en cristal. Donc ça m'avait interpellé qu'il ait un crâne en cristal alors que je l'ai dessiné depuis que j'étais gamin. Puis voilà, on a beaucoup échangé avec lui. Et un jour, il m'appelle en me disant: Patrice, il y a un crâne ancien de la légende Maya qui vient en Europe pour la première fois. Ça serait bien que tu ailles le voir. Et donc j'ai sauté dans un avion, c'était en Hollande, perdu au fin fond de la Hollande. Et voilà, donc j'ai été voir ce crâne qui s'appelle Max. Et c'est la première fois que j'ai rencontré Max, c'était là-bas en Hollande. Et quand j'ai posé mes mains sur Max, j'ai plein d'images qui sont arrivées comme un film dans ma tête. Et je voyais plein de choses que je ne connaissais absolument pas. Et j'ai fait beaucoup de recherches. Et je me suis aperçu que c'était toute la partie Maya, justement, et ancienne du Mexique et du Guatemala. Donc, c'est des images qui te venaient comme ça à toi, comme des vies antérieures ou des informations, en fait. Ouais. Comme si tu avais accès en mettant tes mains sur un crâne, tu avais accès à une connaissance, en fait, c'est ça. Oui. Tu le ressentais comme ça? Oui, je pense. Ouais. En plus, Max, c'est vraiment un crâne qui est très lié avec les Mayas. D'accord. Et voilà, il a fallu que j'aille là-bas après sur place au Mexique pour comprendre des choses, ressentir des choses sur les sites, ressentir des choses dans des pays ou avec des personnes et avec des crânes pour me reconnecter avec ça. Et donc, tu as commencé à collectionner les crânes à ce moment-là? Pas du tout. Non, pas du tout. D'accord. Non, parce que pour moi, j'envisageais pas d'avoir des crânes. J'ai eu la possibilité d'être le gardien de plusieurs crânes. C'est toujours les crânes qui sont venus à moi. Je me suis jamais levé un matin en me disant: tiens, je vais aller acheter un crâne. Tu vois, ça a toujours été le chemin inverse. C'est toujours eux qui sont venus à toi. Qui sont venus à moi, ouais. Et donc, tu as fait ces voyages pour mieux comprendre, pour essayer donc de retrouver ce que tu voyais, ce que tu ressentais. Donc, ça t'a permis de rencontrer des gens. Et donc, vers quoi ça t'a guidé tout ça, en fait? Ça m'a ramené, alors déjà sur un travail perso, bien évidemment, qui était important pour mon incarnation dans cette vie. C'était cette reconnexion que je devais avoir avec les crânes, porteurs de leur message, effectivement, et de leur énergie dans cette vie. D'accord. J'ai compris pourquoi, parce que dans le passé, j'ai eu plusieurs vies où j'avais des crânes dans les mains, et il y en a certaines où c'était pas bien mirobolant, tu vois, où c'était un peu où j'étais dans le pouvoir, où j'étais dans la manipulation, où j'étais dans ce truc-là, tu vois. Dans cette vie aujourd'hui,
je refuse tout ce qui est gourou ou quoi que ce soit, tu vois. Bien souvent, quand on me demande de faire un travail pour des personnes avec les crânes, des choses comme ça, je m'y refuse systématiquement. J'aime trop la liberté, la mienne, pour aller en priver les autres. Et voilà. Et c'est vrai que tout ce qui est un peu gourou, sectaire, etc., je le combats violemment parce que cet amour de la liberté qui est tellement fort. Voilà, et je ne veux être la béquille de personne, tu vois. Et je pense que chacun doit faire son propre travail sur son propre chemin, là où il en est avec les bagages qu'il a. Et c'est pas à quelqu'un de faire le travail à la place, c'est pas possible. Oui. Tout à fait. Et donc si des gens font un travail avec des crânes, c'est eux avec le crâne. S'ils doivent avoir un message d'un crâne, le crâne leur donnera le message, ils le recevront. Peu importe la façon, mais ils recevront le message. Ça doit pas passer par moi. Voilà. Et dans cette vie, j'ai essayé. Je pense avoir un petit peu réussi. C'était réhabiliter aussi l'énergie du crâne et des crânes de cristal en France essentiellement, puisque c'est le pays dans lequel je vis, mais pas que, puisque j'ai créé le festival des crânes de cristal. Et j'ai fait venir plusieurs fois des crânes de cristal anciens ici en France et ça touchait beaucoup de pays francophones, puisque j'avais des Belges, des Suisses qui venaient, des gens des Antilles, voilà, un peu partout dans le monde venaient voir les crânes ici en France. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir comme ça pu réhabiliter, si tu veux, l'image des crânes de cristal, puisque j'ai organisé le festival des crânes, j'ai beaucoup communiqué aussi dans la presse autour de ça, autour de ces artefacts, autour de cette énergie-là. Tu n'organises plus ce festival aujourd'hui, hein? Je crois que ça a eu lieu jusqu'en 2011. Ouais, je l'ai fait jusqu'en 2011 et parce que j'avais perdu le lieu où j'organisais historiquement ce festival des crânes. D'accord. Voilà, mais confinement oblige, j'ai créé un oracle sur les crânes de cristal qui va être édité chez Guy Daniel et donc là j'ai pas mal travaillé dessus et pendant ce confinement. Et ça m'a vraiment donné l'envie de refaire une session du festival des crânes de cristal. On en parle d'ailleurs souvent tous les deux et des fois tu me proposes de trouver même un lieu sur Marseille. Donc si c'est pas sur Marseille, ça sera ailleurs. Mais c'est vrai que j'adorerais pouvoir moi aussi. voir ce. Moi aussi. Et donc, mais voilà, donc coup, ça cogite encore. Ouais, c'est génial. Et parle-nous un petit peu justement, parce que c'est vrai que là on parle des crânes de cristal et il y a des gens, beaucoup, qui connaissent cette fameuse légende des 13 crânes de cristal. Tu peux nous en parler parce qu'il y a en effet, comme celui, tu as eu accès à certains crânes justement qui font partie, notamment, et que tu as vu, qui font partie de cette légende-là. J'ai fait venir quasiment à peu près tous les crânes connus de cette légende maya. Effectivement, la légende parle de 13 crânes de cristal. Et la légende dit qu'il existerait 12 mondes, que chaque monde aurait mis toute sa connaissance à l'intérieur d'un crâne et que ces crânes ont été ramenés sur Terre et qu'ils étaient gardés dans une grotte, dans une pyramide, pardon, qu'ils appelaient l'Arche. Qu'ils étaient longtemps gardés en Atlantide. Ensuite, quand l'Atlantide, avant que ça se casse la figure, avant que ça se casse la figure, l'Atlantide a rapatrié les crânes dans une grotte au Guatemala, qui est resté, et les crânes sont restés longtemps, les 13 crânes sont restés longtemps dans ces grottes du Guatemala. Il y a un Indiana Jones d'ailleurs, qui évoque sur un les crânes petit de cristal, peu. Sur les crânes de cristal, d'ailleurs. Et voilà, donc j'ai été bien évidemment passer du temps dans cette grotte parce que pour moi c'était important énergétiquement de pouvoir y aller. D'accord. Et quand les Espagnols sont arrivés, pour pas que ça tombe dans les mains des Espagnols, les Mayas à l'époque ils ont séparé et c'est parti dans différentes tribus au Mexique, au Guatemala, au Belize, en Honduras, dans plusieurs pays comme ça d'Amérique du Sud, qui n'étaient pas encore des pays tels qu'on les conçoit aujourd'hui, tu vois. Et voilà, donc et les crânes, certains ont refait surface dans des conditions plus ou moins particulières, mais voilà, ils ont refait surface. Et c'est ces crânes que moi j'ai fait venir en France pour que l'Europe puisse avoir accès aussi à cette énergie. Et c'est vraiment uniquement en Amérique. Parce qu'il y en a un dans le British Museum, etc. Alors, il y en a un au British Museum, il y en a un alors qu'on peut voir au British Museum. Oui. Les gardes veulent pas trop ils aimeraient bien que le crâne soit plus exposé parce qu'ils disent que pendant la nuit, il bouge.
Ils ont un peu la pétoche. Et donc voilà, il y en a Ça un au Quai rappelle un Branly. film aussi sur, c'est comment ça s'appelle là, ce film américain où il y a des choses qui se passent dans un musée, là, je sais Dans pas, les une nuit. musées, oui, Oui, bah, c'est ça. les nuits au musée, ouais. Une nuit au musée, ouais, c'est C'est ça. ça. Et voilà, il y en a un au Quai Branly également, qui lui est dans les caves du Quai Branly. Il n'est pas exposé Et il n'est malheureusement. pas exposé, Non, d'accord. la dernière fois qu'il a été exposé à Paris, c'était à la sortie justement du film d'Indiana Jones, Ah, où ils d'accord. avaient fait une expo au Quai Branly. Et voilà. Et il a été exposé au mois de septembre ou octobre dernier dans une petite ville en France, dans l'est de la France. Est-ce que tu Voilà. as une Sinon, raison pour laquelle il n'expose pas? mais ils disent que c'est pas un vrai, que c'est un faux, donc ils n'exposent pas. Ah, d'accord, ok, c'est Voilà. leur Donc moi explication. j'aurais dit, mais si c'est pas un vrai, si c'est un faux, vous me le donnez, vous me le vendez, tu vois. Non, ils ont pas, non, ils ont pas voulu. C'est drôle. Mais bon, voilà. Bon, ça Donc fait voilà. peur quand même, ces crânes, parce que s'il y en a qui sont cachés, il y en a. Regarde, le Quai Branly, enfin, s'ils veulent pas reconnaître que c'est un Que c'est vrai, un et tout vrai, ça, ouais. donc il y a des choses quand même, non? Oui, bien Il y sûr. Et a, puis ouais, il y en a qui ont été testés, analysés par ouais, Hewlett Packard aux États-Unis. Alors c'était analysé à l'époque par Hewlett Packard parce que Hewlett Packard a analysé plusieurs crânes, dont celui de Mitchell Hedges, le fameux dont je te oui, parlais, qui est vraiment très très beau, très transparent, très clair. Et il est fait avec une mâchoire qui est amovible et oui. qui totalement, voilà, qui est vraiment entier, et qui est vraiment juste magique. Alors, je Et rappelle aux auditeurs que d'ailleurs, ces crânes, on se demande comment ils ont pu être fabriqués, parce que c'est dans c'est une ça, et pièce, hein, c'est c'est là où je ça voulais en en venir, fait, ouais, hein? parce que le Oui, Hewlett Packard a fait des tests sur le crâne de Mitchell Hedges. Alors pourquoi Hewlett Packard? Parce que Hewlett Packard à l'époque c'est le plus gros fabricant d'ordinateurs du monde. Et ils ont un département de cristallographie parce que la mémoire vive des ordinateurs c'est du cristal, de la oui. silice. Et donc c'est pour ça qu'ils ont ce département de cristallographie. Et ils font des tests pendant 6 mois hein, sur le crâne de Mitchell Hedges. Hein. C'est pas, ils n'ont pas fait ça en 2 jours. Hein. 6 mois de tests. Et un des chercheurs a dit cet objet ne devrait pas exister Ah oui, parce carrément. qu'il y avait trop de choses incroyables qui tournent autour de ce crâne dans sa réalisation même, que ce soit au niveau de la pierre, que ce soit au niveau du sens de la taille, au niveau de la perfection de la taille. Il dit ça devrait pas exister. Le British Museum également a fait des tests sur différents crânes, sur celui du British Museum de Paris, sur Max, sur Shannara, sur le Smithsonian Institute, sur plusieurs crânes. Ils ont rendu leurs conclusions sur tous les crânes, sauf sur Max et Shannara, ils n'ont pas voulu rendre leurs conclusions. Et on ne sait pas pourquoi, malheureusement. Voilà. Donc, voilà, les crânes, ça me passionne. Je les traque, je les suis un peu partout. J'essaye de les faire venir pendant le Festival des crânes. Et sinon, quand je voyage, j'essaye aussi d'aller en voir. Voilà, j'ai plusieurs histoires incroyables avec les crânes. Et C'est juste magique. Ouais. est-ce que tu peux, enfin, je crois savoir que tu as plusieurs crânes aussi. Est-ce que donc tu les Ouais. collectionnes maintenant parce qu'avant tu les regardais, C'est tu pas une allais les collection, observer. hein, Non, encore une voilà, fois. c'est pas une collection. C'est pas Ouais, une ouais, collection. Hein. Une ouais, collection, ouais. c'est vraiment, Oui, voilà, c'est particulier. C'est un hobby, tu vois. Moi, tout à c'est pas fait. une collection. Encore Ouais, une fois, c'est bien c'est de pas le moi qui vais préciser. chercher les crânes, c'est eux qui viennent me chercher, bien souvent. C'est vrai. J'en ai effectivement quelques-uns aujourd'hui. J'en ai deux qui sont des crânes contemporains. Donc, il y a Sirius, qui est un crâne en cristal contemporain, et D'accord. Flamme, qui est également un crâne en cristal contemporain, qui est un crâne allongé. D'accord. Et ensuite, j'ai des crânes plutôt anciens qui viennent de différents pays, du Maya, Mongolie, Afrique, Pérou, Bolivie, voilà, de différentes régions, Mexique, voilà, différentes régions comme ça Et qui ne sont pas tous en du monde, cristal, hein, je et qui précise. sont Hein. pas en cristal. En fait, D'accord. on parlait tout à l'heure de cette fameuse légende des 13 crânes de Oui. cristal, mais quand je discute avec les anciens du Guatemala, les Mayas, ils me disent que pour eux, au Guatemala, effectivement, il y a 13 crânes de cristal, mais pas que. En fait, la légende aurait parlé de 52 crânes de cristal, et en fait, 52 crânes anciens. Et ça serait 4 lignées de 13 crânes, en fait. Ah oui, d'accord. Et sur ces 4 lignées, il y en a une, effectivement, qui est en cristal, et les autres sont dans d'autres pierres, d'autres matières. Voilà. Ah, C'est peut-être d'accord. pour Ok. ça. Donc, ce qui nous donne 52 crânes. C'est pour ça que l'oracle que j'ai voulu faire sur les crânes de cristal, c'est avec 52 cartes. Et D'accord. il y a 52 crânes qui sont proposés dans cet oracle et pour pouvoir travailler avec l'énergie de ces crânes de cristal. Donc, on aura, il y a tous mes crânes à l'intérieur, bien évidemment, mais il y a tous les crânes célèbres
qui ont pu être découverts jusqu'à maintenant, qui sont aussi dans cet oracle. Et voilà, ça, ce sera un bel objet qui devrait sortir en septembre normalement. Voilà, je Génial. suis tout Super. impatient. Ouais. On en parlera d'ailleurs sur Bonheur Avec plaisir. Factory. Et puis, donc justement, on va parler de tes voyages parce que justement, tu organises aussi plusieurs voyages. Oui. Et comme j'ai fait 2 voyages avec toi, tu te balades avec ces crânes aussi. D'ailleurs, tu as des anecdotes extraordinaires parce que des fois, tu arrives dans des pays avec des frontières qui se demandent pourquoi tu te balades avec ces crânes-là. Donc voilà, raconte-nous avant qu'on rentre un petit peu plus en détail sur ces voyages. Raconte-nous un petit peu, voilà, pourquoi tu voyages avec ces crânes. C'est intéressant de savoir. Alors, je voyage essentiellement avec Sirius, qui est un gros crâne de cristal taille humaine. Et je voyage avec lui parce que c'est comme une clé USB, si tu veux. Plus la clé va être grosse, plus il va pouvoir prendre de l'information. Et Sirius, c'est celui que j'ai le plus gros en cristal. Et le cristal, c'est la matière qui est la plus à même à emmagasiner de l'information et à la restituer. Pourquoi ? Parce que le cristal, c'est la pierre qui est la plus piézoélectrique. Alors, pour faire simple, c'est la pierre qui contient le plus d'eau. Et c'est grâce à l'eau qui est à l'intérieur de cette pierre qu'on peut enregistrer de l'information et la restituer. Et c'est pour ça, encore une fois, que les mémoires vives des ordinateurs, c'est de la silice, du cristal de roche. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que je voyage avec Sirius, parce que c'est le plus gros que j'ai des crânes. Et je voyage avec lui pour plusieurs raisons. La première, parce que Sirius fonctionne comme une clé, au sens propre et au sens figuré. Voilà. Voilà. Il te donne accès à des sites et en même temps, il t'apporte des réponses, des choses comme ça. Oui. Alors, je me sers pas des crânes de cristal comme des boules de cristal. Hein. C'est pas, je m'en sers pas pour faire de la voyance, pour faire. C'est très rare en fait que je demande quelque chose au crâne. C'est extrêmement rare. C'est bien souvent l'inverse. Il y a des messages qui doivent m'être transmis, c'est eux qui me les transmettent, mais c'est très rare, encore une fois, quand je demande quoi que ce soit. Et bien souvent, avec Sirius, quand je lui demande des choses, il me disait ça te regarde pas ou c'est pas le moment. Voilà, donc ça m'énerve un peu ça. Donc en fait, il transmet, c'est comme un canal en fait. Il récupère beaucoup. Voilà, alors le crâne va récupérer énormément d'informations des sites, des mémoires des sites. Et de ces lieux, de ces habitants, de tout ce qui s'y passe. Bien souvent, quand je fais les voyages et on travaille avec des chamans, on fait des cérémonies également, on fait des choses comme ça. Donc, il participe à tout ça. Donc, il s'enrichit de toutes ces énergies-là. Et il travaille aussi sur les lieux, sur les lignes d'énergie, sur les chakras, sur l'énergie des sites. Donc, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe au niveau contemporain, hein? C'est pas forcément ce qui s'est passé avant. Avec un crâne contemporain. D'accord. Ouais. Avec un crâne contemporain aujourd'hui, quand je vais sur un site. Voilà. Très bien. Voilà. Il me protège aussi beaucoup. Je sais que Sirius, il te crée une bulle autour de toi. Ouais. Et voilà. Donc, et c'est vrai que quand je voyage avec ce crâne qui est assez gros, qui est de taille humaine, forcément, j'ai toujours plein de choses incroyables qui se passent et parce que c'est pas anodin, voilà. Allez, raconte-nous une anecdote, ça nous fera rire. Des fois des moments de solitude. Un jour, j'étais à l'aéroport et le douanier me dit non, c'est pas possible, vous pouvez pas prendre l'avion avec ce machin. Il faut le mettre en soute. Je lui dis non, en soute c'est pas possible. Je mets pas mon crâne en cristal en soute, c'est une pièce de collection. Je dis oui, mais tout ce qui est en pierre, tout ça rentre pas dans les avions. Et je dis oui, mais je peux pas le mettre en soute. Il me dit alors vous partez pas. Mais j'ai dit alors là, je me concentre, je dis à Sirius, il faut faire un truc parce qu'on s'en sort pas quand même. Hein. Et Sirius me dit pense invisible. Je dis ok, je vais faire ça. Alors je pense invisible, je me vois invisible, je vois l'homme invisible, tu vois le truc comme ça, voilà. Et Sirius me dit on s'en va. Et j'avais le douanier qui était là juste à côté de moi, tu vois. Et j'ai dit on s'en va. Il me dit pense invisible. Alors je pense invisible, je prends Sirius, je le range dans sa mallette, je le range dans sa valise, je mets la valise par terre, je regarde le douanier en face de moi et je passe invisible. Et il t'a pas vu. Il non, a fait comme s'il avait oublié. Ça faisait une demi-heure on était en train de batailler pour que je puisse passer parce qu'il voulait pas en démordre de son ego d'agent de sécurité, alors que j'avais l'autorisation de la compagnie aérienne, alors que
tu vois. C'est Harry Potter, là, que tu nous racontes. Hein. Mais ouais, je te jure, c'est vrai, c'est c'est ça, génial. tu vois. Et je ne sais pas pourquoi, en quelques secondes comme ça a changé et que je suis passé. Et, voilà, et c'est assez incroyable. Un jour, j'étais en haut d'une pyramide, je dirais pas laquelle parce qu'on n'a pas le droit d'y aller, mais j'étais en haut d'une pyramide sur laquelle il y a un joli temple et qui était fermé avec un gros cadenas. Et j'étais en haut de cette pyramide et c'était la nuit. Et le monsieur qui était avec nous, qui nous avait accompagnés, qui était le gardien du lieu, hein, il me voit avec Sirius et il me dit mais qu'est-ce que tu fais avec ce crâne? Alors j'explique qu'on est là pour faire un voyage initiatique, qu'on travaille avec des chamans, qu'on fait des cérémonies, que j'ai des crânes, que je suis connecté avec les crânes depuis que je suis enfant. Et il me regarde, il me dit mais tu veux que j'ouvre le temple qui est derrière toi? Je dis, avec oui, plaisir. C'est dingue. C'est une clé. Ouais, c'est une clé. C'est une clé. Ça, c'est une clé. Il ouvre des portes. Je te jure, il ouvre des portes. C'est un truc de dingue. Ouais, il ouvre des portes. Voilà, donc j'ai plein d'anecdotes comme ça. C'est juste magique et voilà. C'est vrai que ça permet aussi de belles rencontres. Et quand j'étais au Mexique pour la première fois, on était sur le site de Palenque. Palenque, je voulais vraiment y aller parce que c'est un site où il y a le temple des crânes également. Donc je voulais y aller. Quand je suis arrivé sur Palenque, j'avais Sirius avec moi et là-bas au Mexique, c'est interdit de faire des cérémonies sur les sites. Au Mexique, les autochtones, les chamans, ils ont droit à une journée dans l'année pour pouvoir faire les cérémonies, pas plus. Et c'est assez compliqué. Donc j'avais caché Sirius parce que ils veulent vraiment pas. Et à la sortie du site, donc on a passé la journée sur le site et c'est la première fois que je mettais les pieds là-bas et ma guide me dit mais ça fait combien de fois que tu viens à Palenque? Et j'y vais, c'est la première fois. Elle me dit mais non, c'est pas possible, tu te balades dans Palenque comme si c'était chez toi, tu vois. Et c'est vrai, je me baladais dans Palenque. C'était familier pour toi. Ouais. Mais ouais, je savais quel souterrain il fallait prendre pour arriver à tel endroit ou quel chemin il fallait prendre pour arriver à telle pyramide, tu vois. Je sais pas pourquoi c'était Palenque, je sais que j'ai passé du temps là-bas. Ouais, et quand je sors de Palenque, il y avait il y a la tribu des Lacandons. Les Lacandons, c'est les derniers descendants de sang pur maya qui n'ont jamais été coupés par les Espagnols. Ils se reproduisent qu'entre eux. Il y a un peu de consanguinité. Il reste que 3 tribus au Mexique et 2 au Guatemala. Et à Palenque, il y a une tribu de Lacandons qui vit là. On peut les reconnaître facilement, les Lacandons. Ils sont pas très grande taille. Ils ont les cheveux noirs au carré, les cheveux longs souvent, toujours habillés en blanc. Et ils vendent, là, ils ont des petites boutiques, ils te vendent des arcs, des flèches qu'ils font, des bracelets en graines qu'ils fabriquent. Il y a des t-shirts made in Taïwan aussi, mais voilà. Et là, il y a un gamin qui s'approche de moi et qui regarde et qui me dit, parce que j'avais caché Sirius sous une casquette, comme ça, il me dit, c'est un crâne en cristal? Je lui dis oui. Et alors, je parle pas espagnol et je crois comprendre qu'il me raconte que lui aussi, qu'il a un crâne, quelque chose comme ça. Il me dit, je vais chercher mon père. Je dis, attends, moi, je cherchais ma guide, qui était aussi ma traductrice. Le papa nous explique effectivement dans leur tribu, ils ont un crâne qui a été confié à son fils, pas le jeune qui était là, mais son aîné qui était un peu plus loin. Et il m'explique que c'est un crâne qu'ils ont dans leur tribu de génération en génération et que c'était son père avant lui qui était gardien du crâne et que lui n'est pas le gardien, mais ça a sauté une génération, que c'est son fils qui est son aîné qui est le gardien du crâne. Et il va chercher son aîné. Je rêvais de voir ce crâne, tu peux imaginer. Et là, le chaman arrive et il me dit, c'est maintenant que tu arrives? Je lui dis, je savais pas qu'on avait rendez-vous. Il me dit, je t'attends depuis ce matin. Et je lui dis, mais comment ça? Je comprenais rien à ce qu'il me racontait. Il me dit, regarde, ma boutique, là, elle est fermée. Je suis assis devant depuis ce matin, je t'attends depuis ce matin. Mais du coup, je suis désolé, je savais pas qu'on avait rendez-vous. Encore une fois, c'était pas de mon planning à moi. C'est drôle parce que tu arrives à chaque fois avec une candeur qui t'est, parce que c'est fou ça en fait. Hein. Mais oui, je pense parce que j'ai su garder, je pense, cette âme d'enfant émerveillée et je l'ai toujours et j'espère qu'elle ne me quittera jamais parce que c'est un vrai bonheur de pouvoir t'as aucune certitude. Enfin, voilà, t'as pas de certitude quoi. Tu arrives. J'en ai jamais. Ma certitude, j'en ai jamais. Ouais. Je sais jamais ce qui va se passer. C'est ça. J'arrive à vivre ces expériences en tant qu'adulte
mais toujours accompagné de cette âme d'enfant et de ce petit Patrice qui est toujours à côté de moi, toujours aussi curieux, toujours aussi merveilleux, toujours aussi ouvert à tout. C'est génial. Vois, alors, reviens sur ce personnage qui t'attendait. Il m'explique qu'il m'attend là depuis ce matin et il prend mon crâne, il le regarde dans tous les sens. Moi, je lui demande de voir le sien. Il m'explique que lui, là, il peut pas sortir le sien parce que il y a beaucoup de touristes, il y a d'autres Mayas qui sont là et qui font pas partie de sa tribu, etc. Il me dit, mais je viens ce soir à ton hôtel et comme ça, je te montre le crâne. Je dis, OK. Est-ce qu'on peut faire une cérémonie? Il me dit, oui, mais il faut que tout le monde soit en blanc. Et je ne sais pas pourquoi, avant le départ, j'avais demandé à tout le monde de prendre une tenue blanche. Oh, c'est drôle. Et j'aurais dit, on ne sait jamais, ça peut peut-être servir. Donc. Et voilà. Et maintenant, et après, je savais pourquoi. Ouais. Et donc, il est venu à l'hôtel avec son crâne et il nous a fait une cérémonie. Et quand on était à Palenque, voilà, on a compris pourquoi j'étais là, pourquoi il était là. Et en fait, je l'ai reconnu tout de suite. Il m'a reconnu tout de suite. Je parle pas espagnol, il parle pas français. Et quand il me parlait en espagnol ou en maya, je sais plus, et que moi je lui répondais en français, on se comprenait. Et je sais pas pourquoi. Voilà. Même sans parler, des fois, quand il me regarde, je savais ce qu'il pensait et réciproquement. D'accord. Et voilà. Et même avec ma femme, des fois, ça marche pas. Il m'a reconnu comme étant un frère maya. Parce que j'ai dû faire partie de cette tribu des Lacandons, forcément, et d'avoir une vie maya avec eux. Donc, après la cérémonie qu'on a fait à l'hôtel, et même déjà quand on était à Palenque, et donc on avait cette reconnexion qui avait été faite comme deux frères, si tu veux. Et lui, en tant que chaman gardien de ce crâne aujourd'hui, qui s'appelle Kinbats, il voulait absolument que je sois baptisé comme les Mayas. Et donc, il m'a demandé de revenir l'année d'après, donc j'y suis retourné. Et là, on est parti dans la jungle avec les crânes. On n'était que tous les deux. Et voilà, on a marché longtemps dans la jungle. C'était assez bizarre. Il ouvrait des portes, il les fermait énergétiquement parlant. Il me faisait ramasser des choses, des objets, des fleurs, des plantes. Enfin, et à un moment donné, on est passé dans cette jungle qui est très sombre, en fait. C'est la canopée qui est très étouffante parce qu'il fait très chaud, c'est très humide, c'est très sombre. Puis on est arrivé dans un espace qui était super éclairé. Et là, il y avait une cascade magique et magnifique. Et dans cette cascade, au pied de cette cascade, il y avait un symbole qui était là. Et donc, j'ai demandé pourquoi on faisait le baptême maya ici. Il m'expliquait que c'était par rapport à ce symbole qui était là bien avant les Mayas et qui avait été laissé par les anciens. Et je lui demandais d'où ils venaient, ces anciens, qui étaient ces anciens. Et là, il a pointé le doigt au ciel et m'expliquait que c'était les Frères des Étoiles, en fait, qui avaient laissé ce dessin-là pour les Mayas. Et donc, c'est pour ça que tous les Mayas venaient se faire baptiser à cet endroit-là. Voilà. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir ce baptême Maya ici, avec les crânes devant ce symbole qui est très incroyable. Et voilà, donc c'est plein d'expériences comme ça que j'ai pu vivre avec les crânes, mais j'en ai plein. Merci. Alors, je voudrais que tu nous parles un petit peu. Alors, je précise à nos auditeurs qu'il y aura une autre émission parce que tu es tellement passionnant, Patrice, que du coup, on s'est dit que ça serait bien de faire 2 émissions avec toi. Donc là, il y en aura une deuxième qui suivra juste après, qui parlera des voyages parce que justement, tu transmets un petit peu tout ça. Tu accompagnes les gens justement sur ces voyages, donc on va parler de ça. Mais justement, j'aimerais et justement dans l'autre émission, on parlera aussi de tous les artefacts que que tu fais découvrir pendant ces voyages-là. J'aimerais qu'on finisse cette première émission avec toi sur les fameux crânes allongés. Oui, les crânes. Alors, j'appelle ça les crânes longs. Oui. Parce que je fais la différence entre les crânes longs et les crânes allongés. Un crâne allongé, pour moi, c'est un crâne humain qui a subi une déformation pour être allongé. Souvent, d'ailleurs, il y a des populations anciennes où on les retrouve à travers toute la planète. Et après, il y a ce que j'appelle, moi, les crânes longs, qui sont de vrais crânes longs, qui n'ont subi aucune déformation et qui sont, pour moi, la preuve d'une ancienne civilisation ayant existé sur Terre. Si on reprend un petit peu dans l'histoire de l'humanité, à un moment donné de notre histoire, sur la Terre, les humains ont commencé à se déformer le crâne pour se l'allonger. Les archéologues, les anthropologues aujourd'hui nous disent que c'est une histoire de mode, point barre,
point final, et on passe à autre chose. Et il n'y a pas d'autre explication autre que celle-là. Donc, ça veut dire que on mettait des plaques de bois sur le crâne du gamin quand il commençait à naître, quelques semaines après la naissance, et pour modeler le crâne comme ça, et ça durait jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Et Est-ce apparemment, je discutais avec une pédiatre, ça c'est une torture. Ouais. Est-ce que tu peux nous citer une population, je crois, en Amérique du Sud qui faisait ça? Je crois que c'est les Incas. Mais sur la Terre entière. Sur la Terre entière. Sur toute la planète, à un moment donné, partout, ils ont déformé les crânes. Ouais. On en retrouve en Amérique du Sud, on en retrouve en Asie, on en retrouve en Russie, on en retrouve en Angleterre, on en retrouve en France, on en retrouve en Espagne, sur toute la planète. Ouais, c'est dingue. Ils ont déformé les crânes. Et ça faisait très mal, donc Et ça, c'est une torture pour les gamins, c'est une horreur. Pourquoi ils ont fait ça? Alors moi, effectivement, ils nous disent que c'est l'effet de mode. L'effet de mode, j'y crois pas. Quand on voit les petits pieds en Chine, c'était en Chine. Quand on voit les femmes plateaux ou les femmes girafes, c'est quelques tribus en Afrique. C'est jamais sorti d'une tribu d'Afrique. C'est jamais sorti de l'Afrique. Les petits pieds en Chine, ça n'a jamais quitté la Chine. C'était toujours en Chine, et pas partout dans la Chine d'ailleurs. Et là, comment se fait-il qu'à une période où les archéologues nous disent qu'ils n'avaient pas de moyens de locomotion, ils ne pouvaient pas se déplacer, il n'y avait pas mouvement de foule, etc. Comment ils pouvaient, sur toute la planète, au même moment, avoir pris la décision de se déformer le crâne? Si c'est un effet de mode, aujourd'hui, la mode, elle prend parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a la télé, il y a les radios, il y a les magazines. Là, je vous parle d'un temps où il n'y avait pas tout ça. Et donc, la seule façon de créer la mode, c'était de se déplacer. C'est-à-dire à quelle époque, à peu près? Des milliers d'années avant Jésus-Christ ou Des milliers d'années, oui. On parle de milliers d'années. Oui, on parle de milliers d'années. Jusqu'à début du siècle. Hein. D'accord. Jusqu'encore au début du siècle. Dans les années 30 ou 40, c'est le dernier pays en Afrique où ça a été interdit. En France, il y a des crânes, on appelait ça les crânes avec la déformation toulousaine. C'est du côté de Toulouse où il y avait des crânes qui étaient déformés. Il y en a eu en Alsace, il y en a eu un peu partout. Et ces crânes qui sont déformés artificiellement, peu importe la technique, les planches de bois, les cordes, les ficelles, etc., on le voit bien que ce sont des crânes qui ont été déformés artificiellement. Un crâne, on va prendre un modèle, par exemple, tu prends une balle de tennis, tu écrases une balle de tennis, tu vas changer la forme de la balle de tennis, tu vas l'allonger, effectivement. Tu changeras jamais son volume, d'accord? Et tous les crânes humains qui ont été déformés sont effectivement déformés, mais le volume du crâne reste le même. Ça, c'est pour les crânes déformés artificiellement, que j'appelle les crânes allongés. Et à côté de ça, sur toute la planète également, on a retrouvé des crânes longs, qui sont pour moi de vrais crânes longs, qui sont nés comme ça. Ils n'ont pas été déformés artificiellement. Et ces crânes longs, quand on retrouve des crânes longs, bien souvent, on retrouve des structures dites mégalithiques à proximité. Mégalithique, méga grand, et lithique, la pierre, les grosses pierres. Oui, aussi bien des pierres que des constructions. En Égypte, par exemple, on a ces représentations de Néfertiti avec son crâne allongé, Akhenaton, Toutankhamon, etc. Et on a retrouvé effectivement des crânes longs, des vrais crânes en os, longs, qui sont totalement différents des crânes humains, qui sont avec un volume de 25 à 35% supérieur à un crâne humain, qui ont des orbites jusqu'à 15 à 20% plus grosses qu'un crâne humain, des mâchoires totalement différentes. Et une autre de leurs particularités, c'est que nous, qu'un enfant puisse naître, il y a la fontanelle avec les différentes plaques, on a 4 plaques osseuses. Eux, ces crânes longs, bien souvent, c'est soit juste 2 plaques, une à l'avant, une à l'arrière, il n'y a pas de fontanelle, ou alors parfois même un seul bloc, sans aucune suture. Ce qui est impossible. Impossible, humainement parlant, avec le Sapiens. C'est impossible. Et pourtant, ils existent. Un jour, j'ai amené un groupe au Pérou et il y avait un médecin avec moi. Et le médecin, quand je lui montrais les crânes, il me disait « Mais tu viens de foutre en l'air 40 ans de mon éducation médicale, de ma médecine. Parce que ce que tu me montres là, ça ne doit pas exister. Ça ne peut pas exister. Et c'est pas juste une maladie. C'est pas un crâne par-ci par-là. Il y en a des milliers de crânes comme ça. Ils ont connaissance de ça, les scientifiques, depuis les années 1800 et quelques. Parce qu'il y a un médecin qui avait découvert un fœtus d'un crâne d'un bébé avec le crâne long. Donc, ils ne sont pas rentrés à l'intérieur avec des planches et des ficelles pour lui déformer le crâne au bébé. Et il y a plusieurs fœtus qui ont été retrouvés comme ça avec le crâne long. Et ces crânes longs, on les retrouve sur toute la planète. Et donc, toi, tu as été passionné par ça et tu as aussi voulu Mais oui, parce que comprendre... à travers mes voyages, je les ai découverts un peu partout. À chaque fois que j'allais quelque part, j'en voyais, parce que je vais voir les pyramides un peu partout dans le monde, parce que je vais voir les sites mégalithiques un petit peu partout dans le monde. Et donc, partout où j'allais, il y avait des crânes longs. Et ça m'a tellement interpellé que j'ai fait des recherches là-dessus, que j'ai passé beaucoup de temps. D'abord, une conférence là-dessus. J'ai mis 3 ans avant de faire la première conférence, parce que c'était vraiment beaucoup de recherches et parce que ça m'a amené dans tous les pays, toutes les cultures.
On retrouve ça chez les Dogons en Afrique, mais partout, c'est incroyable. Alors, Ces crânes-longs, on les a partout. je précise en effet que tu fais des conférences, on en parlera dans la deuxième émission également, Ouais. et notamment celle des crânes allongés, enfin les crânes longs plutôt, Long. Ouais. en effet, que tu fais, qui est passionnante, puisque j'ai eu la chance de l'écouter quand on était à Stone Age, justement, Ouais. au Crop Circle. Ce qui est hyper intéressant, c'est que en effet, tu présentes en fait toutes tes recherches, tu Ouais. montres, et ensuite, ce que j'aime vraiment chez toi et ce que je disais dans notre introduction, c'est que après tu laisses les gens penser et faire leur cheminement. Et c'est ça qui est génial avec toi, c'est que tu dis voilà, et ça existe. Ouais, Maintenant. ça reprend ce que je te disais tout à l'heure, où j'ai pas cette âme Mm. de gourou, parce que je ne me base que sur des faits. Voilà. Je fais pas d'hypothèses, je fais pas de spéculation, j'aime proposer des faits. Mm. Les faits, ils ont l'avantage d'être vérifiables par tous. Aujourd'hui, avec Internet, c'est facile. Hein. Et après, les gens disposent. Moi, je propose, les gens disposent, parce que je suis pas là pour imposer quoi que ce soit, qui je suis pour ça d'ailleurs. Mais pour proposer, oui, et essayer d'éveiller les gens à d'autres choses, oui. Essayer de leur faire découvrir d'autres choses, oui. Leur faire comprendre que nos livres d'histoire ont été écrits par les vainqueurs et pas forcément par les détenteurs de la vérité. Voilà, c'est surtout ça qui est important aussi. C'est cette approche-là qui pour moi est passionnante. Ouais. Et c'est ça qui est fou, parce que en fait, tu incarnes cette passion que tu avais pour les crânes, et qui est bien sûr le symbole de la connaissance. En fait, c'est ce que tu fais. Tu es là, tu transmets la connaissance. Après, les gens en font ce qu'ils veulent, etc. Mais tu es là pour ça, en fait. Donc, c'est fou comme tu incarnes cette énergie d'une certaine manière. Mais j'essaye surtout d'être le plus juste possible par rapport à ce que je propose. Et l'avantage aussi que j'ai par rapport à ce que je propose dans les conférences, c'est que il y a beaucoup de recherches que j'ai faites, mais il y a beaucoup de recherches que je fais sur le terrain. Je vais sur place. Comme je le dis souvent, je suis un chercheur passionné. Je suis pas un chercheur diplômé, mais je suis un chercheur passionné. Et je vais sur place, je vais sur le terrain, je vais faire des photos, je vais prendre des mesures, je vais je vais sur place. Et voilà, c'est bien de pouvoir commencer à faire des recherches sur Internet, de lire des bouquins. Je commence par ça. Et après, il y a rien de tel que d'aller sur le terrain, de vivre l'expérience. Et c'est ce que je transmets à travers mes conférences. Il y a une partie de ce savoir perdu, mais c'est aussi beaucoup d'expériences de terrain que j'ai vécues, que je peux raconter, dont je peux témoigner. Et là, on parle plus de la connaissance, c'est quelque chose. On parle de vécu, donc c'est différent, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis peut-être plus crédible, parce que si je faisais des conférences uniquement sur des choses théoriques qui me passionneraient, hein, tu vois. Mais c'est peut-être pour ça aussi que les gens comme toi aiment bien les conférences que je peux proposer, parce qu'il y a cette partie vécue. Voilà. Ouais. Alors, je te propose qu'on arrête là sur cette émission, et puis comme ça, nos auditeurs vont pouvoir écouter la deuxième émission. Donc, je te remercie beaucoup, Patrice, pour ce partage, et donc j'invite nos auditeurs à écouter la deuxième partie d'émission avec Patrice Marty. Et là, on va évoquer justement tes voyages. Avec plaisir. Donc voilà, merci Patrice. À très bientôt. Pour en savoir plus sur Patrice Marty, rendez-vous sur son site internet savoirperdu.com ou bien salonbienêtreenligne.com. Nous indiquerons également dans les textes de ce podcast toutes les références qu'il a citées dans cette interview, notamment en relation avec le crâne de Mitchell Hedges, ainsi que le livre Le Serpent Cosmique, et les deux sites qui peuvent vous donner plus d'informations sur les pyramides de Bosnie et les Crop Circle. L'association Be Bonheur Factory est un créateur de moments optimistes et inspirants par le partage de la connaissance et des expériences. Nous essaimons nos messages sous différentes formes: conférences, café des éclaireurs, chaîne YouTube et podcast. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux en saisissant simplement Bonheur Factory. N'hésitez pas à partager cette émission et nous laisser un j'aime. Vous pouvez également rejoindre notre ruche de gens optimistes en adhérant à notre association Be Bonheur Factory. Merci et à très vite pour du bonheur dans vos oreilles.